Épisode 10. Martyr. Le lendemain matin, quand je me réveillais, à cause des coups de marteau réguliers dehors, j'étais seule dans la chambre. Je m'habillais vite fait et retrouvais papa et Luna dans la cuisine. Tiens, Joe, tu as oublié qu'on changeait d'heure cette nuit? Je regardais mon père, le dévisageais, comme s'il venait de m'annoncer une irruption extraterrestre. Cette nuit, c'était l'heure d'été, expliqua-t-il. Nous, on est debout depuis une heure. Je bredouillais, failli demander à quoi ça rimait, cette soumission aux normes du continent. Elle régissait notre vie d'avant, mais désormais, nous ne vivions plus ensemble. Et puis, je pensais à Jean et à ma grand-mère qui me manquaient, elle aussi. S'ils étaient encore quelque part, s'ils étaient vivants, ils avaient sûrement avancé leur montre ce matin, eux aussi. Mamie surtout. En le faisant, nous respirerions encore à la même heure. Papa s'était lancé dans la préparation d'un brunch maison, comme nous en avions l'habitude le dimanche. J'ai récupéré au réfectoire notre repas de ce midi. Avec les œufs de poule, ce sera très bien. Ma sœur l'aidait. On mit le couvert ensemble, mais elle se débrouillait pour se retrouver le moins longtemps possible seule avec moi. Les toasts commencèrent à embaumer. Papa nous rejoignit. Je me suis dit que le dimanche, on pouvait garder notre habitude de bruncher ensemble, avant que vous n'alliez jouer. Il utilisait la même expression, aller jouer, depuis que nous étions tout gamins, comme si rien ne changeait. Peut-être avait-il raison. Ce n'est pas comme d'habitude, fit remarquer Luna, et on n'est pas ensemble. Jean n'est pas là. Non. Il s'assit, nous fîmes de même. Il commença à beurrer les toasts pour nous trois, selon son habitude. Vous voulez qu'on parle de Jean? Parfois, il abordait un sujet, ainsi avec maladresse, abruptement, et on devinait qu'il avait décidé la veille ou l'avant-veille que nous avions besoin d'en débattre. Sans lui répondre directement, Luna demanda. Si tu savais quelque chose à propos de ce qui se passe sur le continent, tu nous le dirais, n'est-ce pas? Bien sûr. Même si Françoise t'avait fait jurer de ne rien dire, j'aurais refusé de jurer, vous concernant. Et tu crois qu'elle pourrait savoir quelque chose, et te le cacher, à toi aussi? Papa se tourna vers moi. Ma sœur l'interrogea, mais c'était moi qu'elle regardait en même temps. Et il était tout sauf stupide. Qu'est-ce qui se passe, Jolane? Tu penses qu'on vous ment? Je déglutis et secouai le menton très vite. Qui t'a mis ça en tête? Je ne balançais pas le nom de Bastien. Je me sentais suffisamment mal, tout à coup. Ça aurait été plus lâche encore de me dédouaner sur son dos. Écoutez, je sais que nous vivons des heures compliquées, et que cette totale ignorance peut paraître incroyable. Mais nous ne savons rien. On découvre les événements les uns après les autres. Il y a 3 jours, on a eu une explication pour les fumées. Hier, Jen a tué Mathieu et les autres. Aujourd'hui, on verra. Et il est possible que les choses durent ainsi un certain temps. On le dévisageait. Un certain temps, répéta Luna après quelques secondes. Et Jean? Jean, on ne sait pas. Et personne ne sait même quand on saura. Et s'il revenait en bateau? Demanda Luna après un lourd silence, meublé de bruits de couverts. S'il trouvait un moyen. Tu laisserais les pompiers lui tirer dessus, comme Françoise a dit? Non, bien entendu. Il marqua une pause. Cela ne se produira pas. Je vous le promets. Les coups de marteau, c'était Gilbert, le cantonnier. Il terminait le dernier cercueil. La petite pelle avait creusé une nouvelle fosse, dans le cimetière, nous apprit papa. C'est impressionnant un caveau, Luna. Tu n'as jamais vu d'enterrement. Ce n'est peut-être pas le moment. T'es sûre que tu veux y aller? Elle opina du chef en me regardant. Et toi, Jolane, sûre de ne pas vouloir passer au moins à l'église? Oui. Comme vous voulez. Vous irez aux cabanes pendant ce temps? Ouais. On s'est donné rendez-vous avec les copains, hier soir. J'ai vu que vous parliez avec Bastien aussi. Il ne fit pas de commentaire. Mais il me sembla entendre un avertissement muet. C'était trop tard pour cette fois, mais je me jurais de le suivre, désormais. Je retrouvai Simon devant chez nous. Les autres nous attendaient aux cabanes. Michael avait pu enfin se joindre à nous puisque son emprisonnement nocturne avait pris fin. Simon avait embarqué son ordi, qu'il avait pris soin de recharger la veille pendant les 2 heures d'électricité familiale, et on n'avait aucun petit dans les pattes, même pas Blanche. On mit la clé dans l'ordi. On commença à faire l'inventaire. Simon avait réussi à récupérer les copies de toutes les communications de Françoise.
Dans sa boîte de réception, on retrouva ce qu'elle nous avait raconté, l'ordre du préfet pour la fermeture de la ligne maritime, la consigne de ne laisser personne aborder, puis, dans sa boîte d'envoi, on découvrit ses propres questions, depuis mercredi, ses messages de plus en plus pressants, demandant des éclaircissements, annonçant l'intrusion. Messages tous restés sans réponse. Rien d'autre ne concernait l'affaire. Quand les copains commencèrent à lire le reste, des conversations privées, des trucs pros, j'arrachai la clé du PC. J'avais prévu le coup et je m'étais placé juste à la gauche de Simon exprès pour ça. « Hé !» s'écria-t-il. « Tu as des choses à cacher ?» dit Bastien. « Ou des remords ?» Ni l'un ni l'autre. Mais on a la preuve que tu racontais des mensonges, toi. Contrairement à Françoise. T'en sais rien ? Ils ont pu lui répondre par téléphone. Dans ce cas, pourquoi elle continuerait à leur poser la question ? Demanda Simon. Encore hier soir. Les deux garçons s'affrontèrent du regard, durement. Allez, casse-toi ! Casse-toi maintenant, balança Simon à Bastien. On n'a pas besoin de toi. Vous jouez à quoi, là ? On a envie de se retrouver entre potes. Bastien sourit comme s'il n'en pensait pas moins, mais il quitta la plateforme sans poursuivre l'affrontement. Un peu plus tard, de là-haut, on entendit le glas. Sur le chemin du retour vers Préjoli, quand nous eûmes quitté les autres, Simon me demanda. « Elle fait la gueule, ta sœur ?»« Ouais. Elle est furieuse pour Françoise. Mais t'en fais pas, Roméo, c'est surtout à moi qu'elle en veut. » Un silence. « Et Blanche ?» demandai-je. « Elle fait quoi ?»« Elle voulait aller au cimetière. Elle aime bien. Des fois, les arbres, tu sais. » « Ouais. » Une fois à la maison, je me rendis dans notre chambre où je planquai la clé USB, preuve de notre forfait, dans une latte cassée du plancher. Je n'avais pas accès à un ordinateur, pas moyen de la vider de son contenu, et je ne voulais pas qu'on risque de la retrouver dans nos poubelles, puisqu'on effectuait le tri des déchets nous-mêmes depuis 4 jours. Puis, j'attendis. Luna rentra 1 heure plus tard. J'entendis la porte s'ouvrir, puis ses pas. Forcément, elle avait vu mon vélo. Elle savait que j'étais là. Elle s'arrêta devant la porte de notre chambre. Elle hésitait. Quand elle ouvrit, elle me regarda et je haussai les épaules. C'est bon. Il n'y avait rien. François savait rien. Ah bien sûr que non. T'en doutais ? Moi non. Mais ton grand copain Bastien fermera sa gueule comme ça. Elle ressortit en claquant la porte. Je la rejoignis dans le salon. Papa est pas rentré avec toi ? Non. Ils se réunissaient à la mairie après l'enterrement. J'espère que ça va pas durer ces réunions. Elle hocha la tête. Tu m'étonnes. Elle avait un demi-sourire. On se réconciliait déjà. C'était bien au cimetière ? À ton avis ? Je sortis un peu plus tard avec mon vélo pour errer. Je pris la route des Marais. Je n'avais pas envie de rejoindre les copains au fort L. Ou plutôt, si, mais je m'administrais une sorte de privation. Pour me punir d'avoir douté de Françoise, notre amie. Pour être seule, également, et réfléchir, faire le point. Je fais ça parfois, je ne sais pas pourquoi. Laisser mon esprit vaguer, ruminer des pensées, embrasser des images. Recevoir les vagues de ces dernières heures, se laisser fouetter par elles, en sortir essoré, mais l'esprit plus clair. Le vent se levait un peu. La bruine reprenait, elle n'était jamais si loin ce printemps-là. J'aperçus une petite silhouette, là-bas, dans un champ. Blanche. Elle non plus n'était pas allée au fort. Sans que je sache pourquoi, cette idée me fit du bien. Je pédalai vers elle, m'arrêtai le long des barbelés sous lesquels elle était passée. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna, une brassée d'ajoncs serrée contre son torse. « Je cueille des fleurs pour le cimetière. Il n'y en avait presque pas ce matin. Tu m'aides ?» Nous allâmes au cimetière. Elle portant ses bouquets, moi poussant mon vélo. Il grinçait un peu. Il faudrait le graisser. Le sel marin fait rouiller les chênes en quelques jours chez nous. On fit le tour de la clôture de granit. On entra dans la nécropole. Rien de grandiose ni d'effrayant. C'était un endroit triste et simple, en face de la batterie de Triton. Pas de cyprès, aucun arbre. Pas de vue sur la mer. On l'entendait s'abattre sur la plage, derrière le petit édifice de fortification,
mais elle était invisible. Pas de calvaire, très peu d'édicules, des tombes plates et modestes, dalles de marbre ou de granit rongées par la mousse, un monument aux soldats morts. Mathieu avait été inhumé dans le caveau familial, aux côtés ou au-dessus de ses grands-parents. Son prénom ne figurait pas encore sur la pierre tombale, on n'avait pas de graveur sur l'île. On avait déposé sur la sépulture 2 bouquets et une petite ardoise où on avait calligraphié « Mathieu, notre fils ». La tombe commune des 7 autres était dans la 10e rangée, la plus récente. Simple et large rectangle de terre fraîche et sans fleurs. Une croix de bois clair, 7 ardoises. On avait dû trouver dans leurs bagages leurs papiers et leurs identités. Même pour Jen, quelqu'un avait pris le temps d'écrire Jennifer et son patronyme. Jacques n'avait sans doute pas souhaité toutefois que son fils repose avec la meurtrière. Blanche répartit les fleurs entre les morts. Elle resta plus longtemps devant la fosse des inconnus. Je vis qu'elle bredouillait, à voix inintelligible. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu pries ? » ?»« Je sais pas. Tais-toi. » Elle reprit, continua ses soliloques. Je la laissai faire. Quand elle eut fini, elle se tourna vers moi. « Je parle. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je n'en ai aucune preuve. Mais je parle. »« Ok. » Simon t'a dit qu'il trouvait ça bizarre ? Oui. Enfin, il m'a dit que t'étais zarbe, et notamment avec les cimetières. Tu trouves aussi ? Je haussai les épaules. Elle lissa sa polaire. Elle était nimbée de bruine et ça fit comme une traînée de couleurs plus vives sur le vêtement embrumé. Simon m'a dit pour la clé USB, ajouta-t-elle. C'est bien. Ses cheveux étaient trempés, les miens aussi sans doute. Je ne savais pas quoi répondre. Une fois de plus, elle m'intimidait, plus que n'importe quel adulte. C'est quoi la moque ? Elle leva les yeux au ciel. J'avais pas prévu la pluie, tu me ramènes ? J'approuvais. Elle adorait faire du vélo en se calant sur mon porte-bagages en Amazon et en se laissant trimballer. Ça t'ennuie pas si on repasse par l'église ? Je bifurquais sans poser de questions et roulais jusqu'au bourg. Mon vélo grinçait encore davantage sous la charge. Quand on passa devant les clairs, les bassins ostréicoles, Gérard leva la main pour nous saluer. On entra par la porte fortifiée du village, on franchit le pont-levis, les douves. Je m'arrêtai devant l'église dans un grincement de frein. « Tu entres avec moi, Poléon ?» J'eus l'impression qu'elle me le demandait comme un service. Ce n'était pas son genre, pourtant. « Ok, dis-je. Mais je prie pas, moi, hein, et je parle pas non plus. »« Non, d'accord. » On entra. C'était un bâtiment à l'architecture étrange, parce que la nef de l'ancienne abbatiale avait été détruite plusieurs fois, reconstruite, rasée définitivement, lors d'un des innombrables raids anglais sur la rade. Il ne restait que le chœur et une partie du transept. À l'intérieur, c'était une pénombre, mais la pierre était claire. Blanche s'arrêta devant le monument aux 64 martyrs. « Tu connais l'histoire des bienheureux ?» me demanda-t-elle en le désignant. Je hochai la tête. « Bien sûr !» Et les plaques en marbre en rappelaient les grandes lignes. Pendant la Révolution, on avait déporté en Charente-Maritime des centaines de prêtres qui refusaient de prêter serment à la République. On les avait entassés sur des bateaux sans mât, des pontons, à Rochefort, en prévision d'une longue traversée vers les bagnes de Guyane. Et puis on s'était dit, à quoi bon faire le voyage ? On peut aussi bien les laisser pourrir ici. Ce qu'on fit. Plus de 547 d'entre eux avaient péri dans l'enfer des pontons, de faim, de typhus, de mauvais traitements, en seulement quelques mois. On s'était débarrassé de leurs restes en venant en enterrer 226 sous une dune, sur notre île. Et d'autres ailleurs, sur d'autres îles. On avait retrouvé leurs os un siècle plus tard. On les avait enterrés dans la crypte. 64 d'entre eux avaient été proclamés bienheureux, ou quelque chose comme ça, en 95. Bienheureux ? Heureux de quoi ? Demanda Blanche. Je ne savais pas. J'ai pensé à quelque chose ce matin pendant les funérailles, poursuivit-elle. Ce qui se passe là-bas sur le continent, ces flammes, ces fumées, cette explosion de rage, c'est un peu comme une révolution, non ? Peut-être. On ne sait pas ce qui... Non, on ne sait pas. Mais c'est un changement, un grand changement, même pour nous. Et lors de chaque grand changement, il y a des victimes, des sacrifiés, des martyrs. Je commençais à voir où elle voulait en venir, mais je la laissai finir sans l'interrompre. Mathieu, Jen et les autres
Ce sont les premiers martyrs de ce changement qui arrive, en un sens. Ils sont venus mourir sur l'île, on les a enterrés là, comme les martyrs d'il y a 2 siècles. Elle se tourna vers moi. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres, Poléon. Des sacrifiés. Il y en aura plein, là-bas. Jean et Camille, peut-être. Et d'autres. Ses yeux brillaient de larmes. Elle semblait bouleversée. Je le sens. Il y en aura d'autres ici, parmi nous. Je voulais que tu le saches. Je ne sus que répondre. J'avais hâte de partir. La suite au prochain épisode.